à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin. Dans cette vidéo, on va parler Ethereum, on parlera aussi du RSI des bloqueurs, notamment sur notre édition de 14 périodes. Donc Weekly, on parlera Microsoft, Google et une news. Sur Apple qui me laisse à penser, fuyez. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description, vous y trouvez à l'intérieur dans l'onglet documentation juste ici. Une petite documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt investisseur personnellement et ça m'offre d'excellents résultats que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous avez ici les informations par rapport aux annonces des entreprises, notamment de Wall Street tout au long de cette semaine. Vous aurez Apple, Amazon, Intel notamment, donc jeudi soir. Vous aurez aussi Meta ce soir à la fermeture de Wall Street et on avait eu Alphabet, Microsoft, donc Google, Microsoft, Visa. On va en parler très rapidement dans cette vidéo. On va commencer par Bitcoin. On a eu cette petite excursion haussière formidable, ce petit breakout par rapport à cette oblique avec des prises de profit complètement logiques. Donc ce sont des objectifs de tech profit et puis bien évidemment il y en a qui aussi qui prennent ce breakout. Bravo à ceux qui l'ont pris par rapport à ces précédents tops. Ici le retracement et derrière on le break pour aller voir nouveau plus haut. On arrive et on s'approche dangereusement d'une zone de rechargement de vente logique court terme. Et il y en a aussi un petit peu plus haut, bien évidemment. Et on va en parler ensemble. Je vous ai fait ce petit travail-là juste ce matin. Comme ça, c'était beaucoup plus facile en fait à observer. On arrive sur quoi? Sur un premier arrêt. Les 382 ici, exactement sur les 20 831 $. On s'y approche. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Malheureusement, vous aviez en fait deux zones complètement logiques, deux zones de liquidité de long et des zones de liquidité de short. On est en train de les bouffer, ces shorts ici, donc on continue à exploser du vendeur à découvert. C'est pas pour ceux qui sont dans la tendance, enfin contre-tendance, c'est plutôt intéressant. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient très baissiers, on l'avait bien analysé ensemble, beaucoup de questionnaires, beaucoup de sondages qui tournaient sur Twitter par rapport à cette psychologie très baissière sur les marchés financiers. Et on était venu, bien évidemment, chercher ces zones de liquidité. Vous avez ici des petites poches juste là. Ici, des petites poches juste là. Ici, des petites poches juste là. Et en fait, ce sont des stops évidents. Bon, on est venu bouffer tout le monde. On est venu bouffer tout le monde une fois, deux fois et trois fois. Enfin, à un moment donné, on avait éventuellement ce précédent bottom ici, mais à chaque fois, c'était fortement racheté, fortement racheté, fortement racheté, fortement racheté, fortement racheté. Formidable. On peut enfin aller dégommer du vendeur à découvert. Donc c'est plutôt intéressant. On achète les bas de range, on tente de vendre les hauts de range. Et évidemment, on arrive sur ce fameux premier arrêt et après vous avez une zone de rechargement de vente logique, moyen terme par rapport à tout ce range qui dure depuis maintenant 3 mois et qu'on constate entre les 22 400 $ et les 23 600 $. Attention tout de même, parce que vous avez des résistances cachées. On peut breaker toutes les obliques, mais vous avez des résistances cachées. Juste ici, je vous la remontre. On va passer en weekly et on va se mettre tout de suite sur notre ici en 14 périodes. Juste là, vous avez le bloqueur. Donc soyez très vigilants. On est dans ce bloqueur. C'est clairement un bloqueur. Donc, c'était mon... Je vous rappelais, je vous avais dit ça il y a plusieurs mois. Je vous ai dit, j'aurai mon signal de retournement haussier, départ d'une très forte respiration de marché, target Hermes. Quand on aura breaké et accepté et structuré derrière cette oblique, on est en train de le transpercer. Attention, c'est un bloqueur. Donc, on peut très bien y rester, clôturer là-dedans en weekly, entre guillemets, et puis, malheureusement, l'allonger. On est d'accord avec ça. Donc, ce qu'on veut voir, c'est éventuellement un break, une structure, et ok, on peut y aller. Le marché n'est pas unidirectionnel. Vous aviez une structure ici, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ce triangle-là, on avait fait ce ratio-là, boum, il a été breaké au nord. Mais c'est formidable. Donc on voit qu'il y a un retour de volatilité, ça a été breaké au nord, ça aurait pu très bien être breaké au sud, je ne dis pas complètement le contraire. Pourquoi ça va au nord? Parce que le marché pense que c'est plus rentable d'aller au nord, ni plus ni moins. Vous avez des records au niveau des liquidations, on peut le voir très facilement sur notre order flow. Juste ici, vous avez là 164 millions de $, juste ici 123 millions de $, juste ici 130 millions de $. Bon, il y a quelques millions ou centaines de millions de dollars de vendeurs à découvert qu'on peut éventuellement exploser. Ce qui est juste un petit peu pénible, c'est qu'on a une explosion au niveau de l'open interest ici, donc beaucoup de personnes, et je pense, sont en train de shorter et d'essayer de shorter ce TGV. On ne se met pas devant un TGV. Attendez un tout petit peu de consolidation. Vous l'avez eu en fait, votre toute petite consolidation. On va revenir ici par rapport à cette toute petite charte. On va se mettre en horaire. Ne vendez pas ces trucs-là. Ça, il ne faut pas toucher en fait. Les market makers se retirent. En fait, ils n'ont aucune raison d'apporter de la liquidité, les market makers, lorsqu'il y a en fait des impulsions et un retour de la volatilité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de liquidité. Les market makers, leur rôle, c'est quoi? C'est d'apporter de la liquidité. Et quand il y a de la volatilité, il y a beaucoup de liquidité. Et s'il y a beaucoup de liquidité, les market makers se retirent et vous avez un force slippage, bien évidemment. Donc, ne shortez pas ces trucs-là. Attendez un tout petit peu de consolidation. Donc, si vous voulez éventuellement shorter ici et mettre un petit stop là, parce que vous voyez potentiellement un retournement tendanciel avec une petite divergence en horaire,
contraire. Why not? Je ne dis pas complètement le contraire. On arrive sur un énorme range ici, donc on vend les hauts de range potentiellement et on achète les bas de range. Donc tant mieux. Bon, vous êtes sorti, bah, c'est pas grave. On attend quoi maintenant? Une nouvelle consolidation, une nouvelle acceptation, potentiellement sur le premier arrêt. Et si vous voyez des trucs comme ça, ok, prenez un short et à ce moment-là, vous vous mettez comme ça. On prend le breakout, on va mettre le stop au-dessus de la structure, et derrière, on va targeter, je sais pas moi, le bas de range si vous voulez. Vous avez des ratios qui sont juste géniaux. Mais si vous voulez, au même titre qu'on évite d'acheter des couteaux qui tombent, attendez un tout petit peu de conciliation, ne shortez pas des DGV. C'est vraiment dommage parce que, honnêtement, c'est que des émotions qui parlent là. On attend vraiment des structures, des setups, des tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on va en parler de ce petit setup par rapport à notre ami Ethereum. Vous vous rappelez qu'on avait mis en place plusieurs trades. Un trade ici, on se les fait prendre. Je vais mettre 250 $. 250 $, je me fais éclater mes 250 $. J'avais pris ici au niveau des 1260 $. Je me suis dit, je remets dans une zone de liquidité de levier d'achat complètement logique, bah, un autre trade avec en fait sous ma précédente structure. Donc ici à peu près 5% de risque management avec 20% de hausse, pas de problème. Donc je remets 250 $. 250 $ qui partent to the moon, donc c'est formidable, je suis très content. Et ici, mon trade a été pris, a été validé, take profit pris sans aucun problème. Bon, en somme, ici je perds 250, je remets 250. Ici je gagne 1000 si vous prenez 250 levier x20 parce que 5% de risque. Donc c'est levier x20 pour 20% de bénéfices. Donc grosso modo 5000. Donc 5 x 20, 5000. 5000, 20%. 1000 quoi, de bénéfices si vous voulez. Bon, je perds 250, donc 1000 moins 250. Dans la poche, 750. Simple et discipliné. Puis ici, vous avez aussi un autre trade très intéressant par rapport à un ratio de 1 pour 1. On va peut-être venir chercher ces fameux 111. On arrive où en réalité là? C'est quoi ce truc ici qu'on est en train de défoncer? Le premier arrêt du précédent mouvement. Du précédent mouvement par rapport aux 2100 et quelques dollars juste ici. D'accord? Donc notre énorme range, on arrive sur le premier arrêt, on est en train de le breaker, c'est plutôt positif. On va probablement travailler ici. Et si on le break de façon extrêmement franche, on viendra où? Dans une zone de rechargement de vente logique entre les 1700 $. Donc là, c'est pour le coup une grosse résistance, très probablement, et les 1850 $. Donc plutôt positif de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui poussent ce marché. On est très content, peut-être des leviers d'achat ou peut-être des vendeurs à découvert qui se font tout simplement éclater. Mais on aimerait vraiment voir un déclin au niveau de l'open interest. C'est ça qu'on veut observer. Je vais mettre sur des plus grosses time frames. Je vais voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, en 2 heures, on a un ratio long short qui commence à se déprécier. Vous avez en fait un retour ici des acheteurs au niveau du CVD. Il faudrait regarder au niveau des order books. Mais techniquement, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. On est à près de 7-8 milliards de dollars d'open interest. Donc, faites attention, quoi. Moi, ce que je veux voir quand je vois des trucs énormes comme ça, c'est de voir des trucs plutôt comme ça. Vous voyez ? Donc soyez très attention, je pense que ça va probablement découper dans les deux sens. Vous avez exactement la même chose ici, on explose au niveau de l'open interest, je prends une fractale parce que je l'ai sous les yeux. Ici vous avez un CVD, enfin un ratio long short qui se déprécie, vous avez une augmentation au niveau du CVD spot, augmentation au niveau des contrats futurs, relativement équivalent à ce qu'on est en train d'observer ici. Derrière on est en train de réger où ça? Sur un énorme range, et puis derrière on rejette en fait le cours tout simplement. Donc soyez très vigilants puisqu'on a des bloqueurs beaucoup plus hauts et on peut aller un peu plus haut, mais il y a beaucoup de personnes je pense qui longuent ce marché. Soyez évidemment très prudents, puisque je pense que ça découpera dans les deux sens, avec notamment ces bloqueurs en récit en 14 périodes. On parle très rapidement au niveau du DXY, c'est ça qu'on voulait en fait observer depuis maintenant quelques temps. Bon, le dollar s'effondre, on peut éventuellement parler comme ça, on était bien dans une zone de rechargement de vente court terme, on avait des structures en M, dans en M, et on vient pour une fois chercher tous ces vendeurs à découvert qui shortent le dollar index sans mettre leur propre stop au-dessus de la précédente structure, et on est en train de les exploser, et on vient même remettre en cause la dynamique de fond. On est passé, à l'instant où je vous parle, est-ce qu'on est passé baissier? Donc à l'instant où on parle, sur du court terme, peut-être parler de plutôt court terme, on vient de passer baissier. Pourquoi? Parce qu'on a fait un creux plus bas que le précédent. On est d'accord avec ça, on a fait un creux plus bas que les précédents. Donc vous avez un high, un creux, un high, un creux plus bas que le précédent. Donc l'objectif maintenant, c'est d'aller voir plus bas. Merci pour le dollar index. Ici, vous mettez euro-USD, euro-USD, on repasse à la parité. Formidable. Ça va parler dans BFM TV, BFM Business, et ça va passer sur Capital. Soyez-en sûrs. Et Bitcoin au-dessus des 20 000 $, on va peut-être aussi en parler sur BFM TV. Donc c'est plutôt intéressant. Formidable aussi pour ça. Et puis Ethereum, on attendra qu'il soit à 2000 $ pour éventuellement en parler. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. Je trouvais ça intéressant. Attention au niveau des options. Pourquoi au niveau des options, c'est un petit peu compliqué? On va revenir ici, puisque vous avez toujours un max paying price. Donc c'était 19 000, là c'est passé à 19 500. Vous avez un strike price à 20 000 $. Est-ce que, oui ou non, grand point d'interrogation, on confirme
une clôture ou pas le 28, donc c'est fin de semaine, au-dessus des 20 000 $, ça fera gagner pas mal de personnes. Là, pour le coup, je pense que les opérateurs de marché, les bookmakers, ne le laisseront peut-être pas faire. Donc soyez très vigilants par rapport à ces augmentations d'open interest, parce que pour le coup, on peut revenir sous les 20 000 $ pour clôturer la semaine, et ça nous donnera quoi? Juste un pullback. En fait, c'est toujours la même chose. Vous allez chercher votre précédent bottom de marché ici, donc double bottom quasiment parfait. Vous allez chercher juste là, et tant que ça monte, il n'y a pas de problème. Hein. Tant que ça monte, vous le montez. Mais vous allez regarder toujours le fameux premier arrêt. Et en fait, si vous prenez comme ça, et derrière on décroche, bizarrement, vous passez en dessous des 20 000 $. C'est ici que vous vous positionnez. N'achetez pas ça, hein. On n'achète pas ça. Attendez les retracements. Attendez au moins le premier arrêt. Premier arrêt, suivi de tendance, si vous voulez. Et puis on viendrait sur une confiance par rapport aux options. Bien évidemment, toujours une stratégie de trading, hein, quel que soit votre style d'investissement ou de trading, bien évidemment, ou vos setups. Ça, c'était super important. On peut parler aussi très rapidement au niveau du S&P 500. J'aime bien ce qu'on est en train d'observer. On est dans... C'est important de remettre les choses dans leur contexte. Bon, on va passer là-dessus. On va peut-être aller... Oui, plutôt là-dessus, c'est pas grave. On est dans une dynamique tendancielle de fond très long terme, extrêmement haussier sur les indices. Que ce soit Wall Street, enfin Nasdaq ou S&P 500 ou Dow Jones. On est en fait haussier historiquement. Et les indices sont historiquement haussiers. De par leur construction. En fait, les indices, vous savez, réunissent les plus grosses entreprises et les plus capitalisées. Donc, si vous êtes moins fort, moins performant, et que vous perdez en réalité en valorisation, vous sortez des indices et on vous remplace. Et vous avez une multitude d'indices, quelles que soient les banques d'investissement dans lesquelles vous vous approchez ou n'importe quel ETF, représentent des ETF World avec 4000 entreprises à travers le monde, ou peut-être ultra technologiques. Si vous allez sur Arc Innovation, vous avez très grosse pondérance Tesla, entreprise blockchain, Apple, etc., très technologique, etc. Donc vous avez en fait des pondérations qui sont à l'intérieur de ces indices, ces ETF, et l'objectif c'est d'avoir les meilleurs, entre guillemets, pour avoir en fait des structures haussières de fonds très très long terme. Donc bien évidemment la Fed et l'assouplissement monétaire aident à la valorisation, et l'argent magique aide à ça, mais d'un point de vue très long terme, on est haussier. Mais si on revient d'un point de vue moyen terme, on est baissier. Juste là. Pourquoi? Parce qu'on a des creux toujours plus bas que les précédents et des sommets toujours plus bas que les précédents. Ok, on tente de retourner ici, on va faire un nouveau plus bas. Donc ceci est baissier. Ceci est haussier. Et ceci, à court terme, est maintenant haussier. Pourquoi? Parce qu'on a fait en réalité un petit creux ici, toujours plus haut que le précédent, et un haut toujours plus haut que le précédent. D'accord? On a retourné, on tente de retourner notamment sur Wall Street, que ce soit S&P 500 ou Nasdaq, de retourner cette dynamique tendancielle. On ira chercher des objectifs, et ces objectifs qui sont par rapport à cette oblique, dans une zone de rechargement de vente logique. Ok, on évite de vendre ici, on vient de break le premier arrêt, c'est plutôt positif puisqu'on est en train de voir. Donc on peut éventuellement continuer à avoir une appréciation. Et on passera aussi à quel moment on annule ce type de choses? C'est extrêmement simple. Lorsqu'on vient breaker l'oblique, ici, on fait le pullback, et derrière on repart et on crée en réalité une inversion de tendance. Tout simplement, une inversion de tendance. Et le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est que généralement, ces inversions de tendance, on les place dans des zones de rechargement de vente logique long terme. Donc ici, vous l'aurez très probablement, cette inversion entre les 4300 points et les 4500 points. Ça va être dur. Et vous aurez en fait ici ce clivage entre les bulles et les bears pour dire non, c'est bear, c'est la récession. Non, c'est bull, la Fed ou je sais pas quoi réduit entre guillemets son bilan ou replace entre guillemets la machine à cash, tout simplement. Voilà, donc on a parlé de tout ce qu'on voulait parler. On finit par une news extrêmement importante. Je vais vous parler d'Apple. Apple donc aura ses résultats donc jeudi soir. On parle de Microsoft très rapidement, moins 6% after close. Google, moins 6% after close. Google un petit peu en dessous des attentes et Microsoft même relativement au-dessus des attentes, mais on avait beaucoup pricé en fait à la baisse les résultats de Microsoft, donc moins 6% pour les deux valeurs, et je pense que Apple tout court ne fera pas exception. Pourquoi je vous parle de Apple? Parce que là pour le coup je vais lancer un débat sur le Discord et j'aimerais qu'on aille chercher des informations par rapport à ce qui est en train de se passer au sein même de l'entreprise Apple. Apple Music, Apple TV+, augmente ses prix de ses principaux services. On augmente les prix. 40% pour Apple TV+, éventuellement je peux le comprendre. On passe de 5 ou 4,99 à 6,99, plus 40%. Pas de problème avec ça. Apple Music, on passe de 10 à 11. Par rapport à l'abonnement annuel, passe de 99 à... Bon, grosso modo, on augmente de 10%. Dans les faits, je vais être tout à fait honnête avec vous, ça ne me dérange pas qu'on augmente les prix par rapport à ce qui s'était passé avant. Pourquoi? Je vous explique de façon extrêmement simple.
c'est que les services qui sont proposés aujourd'hui par Apple, quels que soient les services, sont probablement sans commune mesure supérieurs en termes de contenu, en termes d'innovation, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de technologie supérieure à ce qu'il y avait il y a peut-être 1 an ou 2 ans en arrière. Et c'est ce qui permet de justifier une augmentation de prix. Ça, c'est une chose, mais il y a une autre chose qui me dérange profondément. Et c'est ceci. NFT, publicité, Apple étend ses commissions sur les applications. Ça, je pense que c'est la chute de Apple dans les prochaines années. Ça ne peut pas passer. C'est impossible que ça passe. Je vous explique en fait très rapidement ce que ça veut dire. Ça, on le savait au niveau des NFT. Par rapport aux NFT, techniquement, ça ne me dérange pas vis-à-vis de l'augmentation, enfin des commissions qui sont prises sur les NFT. C'est nouveau, ça génère beaucoup de fric et il faut bien en fait se protéger. Et Apple peut éventuellement prendre des commissions sur les transmissions des NFT ou des cryptoactifs, surtout qui sont pour le coup pas forcément très crypto-friendly au niveau d'Apple. Pourquoi ? Parce que statu quo. La meilleure chose à faire, c'est justement de rien faire et que rien ne change. C'est très politisé, hein, on peut le comprendre aujourd'hui. C'est une des plus grosses entreprises du monde, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand ça commence à toucher d'autres activités, comme des applications de réseaux sociaux, comme toutes les applications. Et ça commence à être compliqué. Je vous explique en réalité, en une phrase, ce que ça veut dire. Le moindre paiement qui passe par des technologies d'Apple sera commissionné de 30%. Le moindre paiement. Ça veut dire quoi ? Réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn ou d'autres applications de rencontres telles que Tinder permettent d'augmenter la visibilité des publications contre un paiement. Ces sociétés devront reverser 30% des recettes associées à Apple dès lors qu'il y a un achat qu'un achat a lieu au sein de leurs applications. Ça veut dire que YouTube, vous regardez sur votre iPhone, YouTube, vous avez entre guillemets un paiement où vous envoyez de l'argent ou vous faites un petit cadeau à votre influenceur préféré, et bah Apple va prendre 30% de commission. Vous mettez une publicité sur TikTok, vous mettez une publicité pour pousser entre guillemets votre contenu parce que c'est toujours intéressant de mettre un petit peu de publicité. Apple va prendre 30% de commission. Apple va prendre 30% de commission sur absolument tout. Alors ça, pour les actionnaire, c'est sympa. Mais ça, pour les développeurs, et pour les faiseurs, si vous voulez, de ce que fait aujourd'hui l'Apple Store et ce qui fait aujourd'hui Apple, c'est pas Apple. Ce sont ces développeurs qui sont partout dans le monde et qui enrichissent le catalogue d'Apple. Et ça, je pense que ça va avoir une forte fuite des cerveaux. Ce sera inéluctablement le déclin d'Apple. En tout cas sur ces technologies-là. À quoi bon avoir un iPhone si vous n'avez plus d'applications ? Si les meilleures applications sont Android ? Parce que Google ne fait pas la même chose. Sauf s'il y a une entente. Et à ce moment-là, on se battra pour des vraies raisons. Pour le coup. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu ça de la part de Google. Je pense que c'est dramatique. Et pour le coup, c'est assez bien résumé. Apple est désormais la plus grande menace pour le Web.3. Je vous prends un dernier exemple. Vous pouvez envoyer les bitcoins ou des Ethereum à votre copain. À partir du principe que si ça passe par une technologie d'iOS, donc sur l'Apple Store, ou sur une application hébergée sur Apple, Apple prend 30% de commission sur le paiement. La question reste ouverte. On en débat ensemble, mais ça, je pense, honnêtement, si je devais me poser la question, si j'achète ou pas en suivi tendance l'action Apple, je fuis littéralement Apple par rapport à cette news. C'est incroyable à quel point ces gens-là sont dans leur bureau pavés d'or et de marbre et en réalité balayent d'un revers de main ce qui fait la réelle force aujourd'hui d'Apple. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la réelle force d'Apple ? Sa communauté. Ni plus ni moins. Sans communauté, Apple n'est rien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.